Je vous souhaite une bonne, dernière séance de conférence pour cette année et une bonne fin d'année. On se retrouve très vite demain. Je peux parler fort dedans? Ouais, c'est bon? Bah, bonjour à tous. M Merci, d'être venus, à la conférence. Donc je vais me présenter, je m'appelle, Florent Belrose. Je suis artiste plasticien et cinéaste et actuellement je suis en résidence à Château-Morange, en résidence de production. Donc là, tout à l'heure, on va projeter un film que j'ai tourné l'année prochaine, qui est la première partie en fait de mon projet qui s'appelle Chambre, donc chambre en français, donc chambre en créole quoi. Et donc la première partie que vous allez voir qui a été développée, tournée l'année dernière et c'est une introduction à la seconde partie que je suis en train de préparer actuellement. Donc je vais vous lire juste un tout petit texte pour, introduire, on va dire, ma démarche sur le film et après la projection, donc le film dure 55 minutes. Donc après la projection, on parlera de la forme du film et du processus du travail autour du film avec un intervenant qui est, un très bon ami à moi qui a participé au projet, mais qui est artiste performeur et drague et agent de prévention pour l'association RIF. Voilà, comme ça nous permettra d'échanger. Si vous avez des questions, bah, je vous encourage à les poser. Comme ça, on pourra avoir une discussion un peu organique autour du film, autour des thématiques. Donc, mon ami Sten qui va arriver et qui fait l'intervention avec moi, on pourra discuter des choses, on va dire, un peu plus complexes. Mais voilà, je vous invite aussi à discuter, à me dire ce qui vous a touché. Voilà, tout simplement, quoi. Donc, bah, écoutez, je vous dis bonne projection et à dans un moment. Chez les êtres humains, une chose qui a été observée, alors non, je dis toujours ça avec beaucoup de prudence parce qu'on est sur des études préliminaires, et vu l'époque, ben, malheureusement ces choses-là ne sont vraisemblablement plus subventionnées, etc. Et c'était quelque chose c'était un début, on va dire, c'était une première recherche qui avait eu un résultat assez étonnant, c'était que dans les fratries de frères, plus on avance dans la fratrie, plus on a de chances que le petit dernier soit gay. Et d'ailleurs, on voit que petit à petit, d'ailleurs, l'agressivité relative de chacun des frères baisse petit à petit. On suppose que c'est aussi pour éviter qu'ils se disputent entre eux, pour que le clan reste soudé aussi, parce qu'ils ne vont pas, par exemple, viser la même meuf et du coup se bagarrer parce qu'ils sont jaloux, des trucs comme ça. On subodore que ça pourrait avoir ce genre de raison-là. On sait aussi que quand une mère est exposée à un fort stress, qu'elle soit malade, qu'elle soit dans un environnement violent, qu'elle soit très pauvre ou quelque chose comme ça, elle peut avoir plus de chances d'avoir un enfant qui est queer. Et on se dit, mais pourquoi un enfant queer? Est-ce que c'est une anomalie, etc. En fait, en faisant l'analyse un petit peu de population, des populations queer par rapport à la population générale, on se rend compte que c'est des populations qui ont en moyenne, et c'est toujours une question de moyenne, c'est toujours des statistiques, c'est jamais valable pour tout le monde, mais il y a en moyenne des personnes queer qui sont moins agressives que la population générale. Et dans des espèces de groupes qui sont basés sur la coopération, avoir des individus qui sont plus pacifiques, c'est toujours un plus. Donc la mère va avoir un allié, entre guillemets, avoir un enfant qui est moins agressif, il va avoir tendance à rester avec elle peut-être plus longtemps aussi, parce qu'il ne sera pas trouvé forcément de partenaire tout de suite. Aussi, un enfant qui va pouvoir soutenir par exemple ses neveux et nièces financièrement, qui va pouvoir les soutenir en leur consacrant du temps aussi, en les éduquant aussi. Donc en fait, il y a moins d'enfants, mais il y a des enfants qui sont en meilleure santé, qui vont aller peut-être plus loin dans les études ou des choses comme ça. Donc en fait, on suppose que ça pourrait être une raison au fait qu'il y ait des personnes queer sur Terre. Comme on voit, il lève. Zot, il dit, moi, il est bizarre. Zot, il comprend pas comment même il pense. Comment il cause. Zot, il dit à moi, il est trop ci, trop noir, trop tout. Mais moi, il est pas trop. Il est un bébé de fier. Il demande pas votre permission.
diva. Crie à ma queen ou bien diva. Crie à ma queen diva. Crie à ma queen diva. Crie à ma queen ou bien diva. Crie à ma queen diva. Crie à moi. Got-elle la bouche chicoise? Got-elle la langue margoise? Got-elle bonne grosse zouzou? Garde-moi bien. Got-elle colon sac à lave? Got-elle bâton goyave? Got-elle créole Oreo? Got-elle en costume Zorro? Crie à ma queen diva. Crie à ma queen ou bien diva. Crie à ma queen diva. Crie à ma queen diva. Crie à ma queen ou bien diva. Crie à ma queen 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 diva. Got-elle comité salon? Got-elle commission graton? Got-elle camarade camarou? Got-elle contrat carton? Got-elle comité salon? Got-elle commission graton? Got-elle camarade camarou? Monsieur politique, monsieur businessman, t'y connais mieux que moi mon histoire, t'y connais rien que ça et mon boulot cava. À moi, il lève, pour bonne forme, il souffre en silence. Pour bonne forme, il fait tout dans la case, mais personne y regarde. Pour bonne forme, trans, m'il lève, pas pour faire joli. M'il lève, pour se battre, exote. Ok. Pink, c'est un peu une créature mystique. En fait, plus qu'un personnage, c'est vraiment une extension de moi-même. Je sais qu'il y a beaucoup de catégories de drague et parfois c'est vraiment des personnes autres et qui sont, enfin, par exemple, des personnages de la nuit et dans la vie de tous les jours, c'est vraiment pas du tout la même personne, sauf que vraiment moi, Pink, elle me transperce, elle me traverse et elle est tout le temps là en moi. Pour parler un peu de son univers, elle a un peu commencé dans les codes du drag queen. Donc c'était vraiment une incarnation de la féminité avec des maquillages très extravagants sur les yeux, etc. Et en fait, je me suis très vite rendu compte que c'était pas du tout ce qui me correspondait, et que c'était pas du tout ce que j'avais envie de renvoyer, notamment avec cette image-là. Et en fait, bah déjà, enfin, donc il y a plusieurs aspects à ce changement, et il y a aussi des explications à pourquoi ça a commencé comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, j'arrive à une période de ma vie où je questionnais beaucoup mon genre, parce que bah, je me suis rendu compte que j'étais pas un homme et que j'étais plus non-binaire et à genre, et j'avais besoin de retravailler ma féminité, mais hors de ce qui est être une femme. Bitch, you know I'm sexy. Don't call, just text me. Bitches slow can't get on my speed. They stare cause they know I'm the ITGIRL. You know I am that girl. Shh, bitch, don't kiss and tell. It girl from ATL. ITGIRL. You know I am that girl. Shh, bitch, don't kiss and tell. It girl from ATL. How you Le fait de grandir en tant que femme et du coup d'avoir bah, ces attentes-là qui sont mises sur soi, enfin tous les stéréotypes de genre, et de passer d'un coup à un autre extrême. Et je prends un exemple tout simple, notamment à Noël dernier avec ma famille, où du coup je suis passé de l'autre côté du miroir, dans le sens où j'étais en train de boire du whisky avec les hommes de la famille. Et quand j'allais dans la cuisine où il y avait que des femmes qui parlaient de choses de femmes apparemment, j'étais pas admis, j'avais plus le droit d'être dans cet espace-là alors que c'est un de mes espaces préférés. Faire des commérages dans la cuisine avec les filles, mais je crois que c'est le truc qui m'a le plus manqué dans la vie depuis que j'ai transitionné, ces moments-là entre filles en fait. Enfin, il y a tellement une sororité et quelque chose de tellement puissant dans ça.
Mais j'avais besoin de retravailler un peu du coup ces normes-là de genre, de les remodeler à ma façon. Et c'est comme ça que Pink elle est née. Emancipate yourself from mental slavery. No one but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop all the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. Bah, je passe aussi beaucoup de temps dans mon canapé parce que ma santé mentale. Oh. Parce que ma santé mentale, c'est pas genre le best truc qu'il y a dans ma vie. Est-ce qu'il faut ouvrir mon chat? Non, il a pas l'air d'être en détresse. Non, il est pas en détresse, ça va. J'ai énormément de problèmes avec le sommeil, etc. Et que bah, parfois, les lits, c'est pas genre le truc le plus confortable dans la vie, même si j'adore mon lit, hein, il est très confortable. C'est vrai que des fois, c'est un peu dur. Du coup, je passe beaucoup de temps dans mon canapé à scroller sur mon téléphone ou à juste genre avoir mon casque anti-bruit, mon plaid sur moi et, juste être un peu dépressif dans mon canapé, quoi, parce que bah, Pink, elle est toute pimpante, elle est toute brillante, mais en fait, elle gère beaucoup de choses à côté, notamment sa santé mentale. Mais elle l'a rendu fun avec un super pilulier custom, c'est incroyable. Quand je sens qu'en fait, bah, les routines, elles ont pas trop été respectées, bah, ça me permet de ralentir un peu et de me dire, non, mais là, j'ai pas passé assez de temps avec Lévi, et c'est fini, Loulou. J'ai pas passé assez de temps avec Lévi et qu'il serait peut-être temps de passer un peu de temps avec lui parce que bah, c'est une énorme partie de ma vie. Et c'est vrai, le fait que les animaux, bah, ça régule en fait beaucoup les personnes neuroatypiques parce qu'en fait Lévi me redonne un rythme de vie. À 22 h, s'il n'est pas couché, il fait ses zoomies pendant je sais pas combien de temps. Il me court partout dans la maison et tout, et du coup bah moi ça me dit stop. Et pareil, quand je lui donne pas assez d'attention, il me le fait sentir, ou quand il sent que je suis très fatigué aussi, il vient me voir ou il vient sur mon ordinateur pour me dire stop, parce que bah avec du coup le fait d'être en hyper focus sur un truc sur mon ordi pendant 8 heures d'affilée sans manger, sans boire, bah il y a Lévi qui est en mode non mais à un moment donné tu t'arrêtes, hein, 2 secondes, et viens on passe un peu de temps ensemble. Et du coup, je le regarde dans les yeux, je fais 2-3 respirations, et ensuite il s'en va. De cette manière, exactement de cette manière. Quand je me sens submergé, j'ai l'impression d'être dans une petite maison, sur une petite île, et que parfois en fait il y a l'eau qui monte d'un coup dans toute la maison et que bah il y a que mon bras qui sort. Et du coup j'ai fait ce tatouage bah, juste pour me rappeler que oui, parfois tu te sens submergé, mais des fois genre ça peut s'en aller parce que à côté il y a bah, du mouvement, notamment avec mes mains où ça représente de la fumée, mais aussi genre le fil de la vie qui court. Enfin, j'avais pas apporté tant de signification que ça, ce tatouage, quand je l'ai fait, mais quand il a commencé à cicatriser et que je me suis rendu compte que j'allais l'avoir pour la vie, bah, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de chemins dans la vie qu'on pouvait prendre et que parfois ça se rapproche et on rencontre des gens et parfois ça se détache, puis ça se réaccroche et puis ça tourne et puis c'est différent. Et à côté de ça, à côté de la main, du coup, j'ai fait un scolopendre qui monte vers la coccinelle parce qu'en fait mes tatouages je raconte un peu une histoire. Donc j'ai le scolopendre qui va attraper la coccinelle c'est moi qui essaye d'échapper à ma santé mentale. Le scolopendre bah en fait il fait plus peur que fait plus de peur que de mal. En fait c'est un peu la seule limite qu'il y a bah, la seule limite qui t'est imposée dans le monde en fait c'est toi-même. Et ce scolopendre, il représente un peu cette limite qui n'existe pas vraiment. Enfin, c'est une limite qui fait peur. Forcément, il est imposant, il fait peur, mais en vrai, je l'aime. C'est un petit doudou en vrai. En plus, bientôt j'aurai des poils dessus, du coup je pourrais le caresser en mode ça va le scolopendre. Et en fait, celle-là, je voulais absolument l'avoir parce que c'est l'épée Damoclès. Parfois, vu que j'ai le trouble bipolaire, j'ai l'impression que j'ai toujours une épée Damoclès parce que je sais pas quand est-ce que ça va aller bien et quand est-ce que ça va pas aller. J'ai l'impression qu'il y a une épée qui est toujours au-dessus de ma tête, mais là, la voir devant moi, c'est de me dire
c'est pas grave, en fait, je la vois et je la contrôle, donc c'est ok. Dans l'ethnie de laquelle je viens, donc dans l'extrême sud, on enterre nos morts près de l'océan parce qu'on sait que la famille venant de la mer vient nous récupérer après et c'est là notre seconde vie en fait. Ça c'est important pour moi de me tatouer une sirène parce qu'elle représente une énorme partie de mon histoire. Ça, c'est ma belle-sœur qui me l'a offert parce qu'elle pense que mon seul trait de personnalité, c'est que je suis homo. Du coup, elle l'a offert en mode j'ai pensé à toi quand je l'ai vu. J'étais en mode bah, il est un peu laid quand même. J'ai d'autres traits de personnalité, mais bon, je l'ai quand même adopté et je l'aime beaucoup du coup. On a cette particularité chez les êtres humains qu'on a très peu d'instinct. On en a, mais peu. Et qu'on vient au monde en étant à peu près des feuilles blanches. Et c'est un avantage évolutif énorme. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient dire que oui, on est drivé par nos instincts, etc. Le fait de ne pas en avoir nous enlève certains avantages, nous en donne un énorme, c'est qu'on peut se développer comme on le souhaite. Tout le culte, pareil, autour du corps, pour moi, il y a un espèce de truc de justement, comme le genre, de façon générale, en tout cas dans les sociétés occidentales, je ne peux pas me prononcer pour les autres, à quelque chose d'un peu immatériel. On se rend bien compte que des femmes peuvent aujourd'hui, avec la capacité à travailler, à maîtriser leur vie, sont capables de faire totalement des choses qui étaient hier encore considérées comme masculines. Cette espèce de retour sur le corps, cette espèce d'obsession un peu du physique masculin, de la puissance, d'une certaine forme de violence, etc. C'est comme un artefact. C'est-à-dire que oui, bien sûr, il y a un dimorphisme sexuel entre les mâles et les femelles dans l'espèce humaine, bien sûr qu'il y en a un. Il est même assez marqué. Cela dit, euh, il y a des musculatures qu'on ne maintient qu'avec force travail et force argent aussi, parce que des fois ça va nécessiter quelques petits produits. Donc, et ça va se faire au détriment d'autres choses, parce que c'est quelque chose enfin c'est du temps. Donc, je veux dire, développer une musculature très développée, ça demande du temps, de l'investissement, de l'argent, enfin voilà, c'est des choses qui seront faites au détriment d'autres. Et beaucoup d'hommes surinvestissent ce champ-là, et du coup vont rêver de certains physiques, vont croire que d'ailleurs les femmes sont attirées par certains physiques extrêmement musclés, etc., et qu'elles sont des menteuses pour dire que c'est pas le cas, alors qu'en fait les goûts féminins sont tout à fait variés, hein, et qu'il n'y a pas trop, il y a moins ce côté de la symbolique de la musculature, parce que quelqu'un qui est très musclé, qui donc peut nous protéger, peut aussi nous faire du mal. C'est pas la même chose de se recevoir une mandale de quelqu'un qui fait 70 kg de quelqu'un qui fait 120 kg de muscle. C'est pas tout à fait le même délire. Donc il y a beaucoup d'hommes qui ne comprennent pas que les femmes prennent aussi cette chose-là en compte. Et puis, ce n'est pas naturel. Et c'est marrant parce qu'on parle souvent du naturel, de ce que est censé être l'homme au naturel, de quelle est sa véritable nature. Et on va avoir des hommes qui vont prendre des suppléments alimentaires, qui vont passer des heures à la salle, etc., pour se sculpter, ce qui est absolument artificiel au final. Je veux dire, même si on prend aujourd'hui des populations de personnes qui vont beaucoup chasser et qui mangent extrêmement carné, des gens qui courent toute la journée, des gens qui lancent notamment des sagailles, des trucs comme ça, et qui ont du coup des épaules très fortes, des gens qui pêchent, qui donc du coup rament énormément sur des kayaks, des trucs dans ce genre-là. Même ces gens-là qui sont très très musclés, qui ont ce que j'appelle une musculature efficace, c'est-à-dire qui leur sert à quelque chose dans leur vie de tous les jours. Ils sont pas aussi musclés que ces gars qui vont à la salle. C'est-à-dire que c'est une musculature d'apparat, c'est une musculature de too much, c'est une musculature de regarder comme je suis beau, etc. Machin. Alors pas toujours comme je suis beau, mais comme je suis puissant aussi. Moi, j'ai un physique qui est non binaire. Je suis pas du tout masculiniste, je suis pas à fond dans tout ce qui est muscu, etc. Parce que j'aime avoir un corps qui est dans un certain équilibre. Oui, dans cette ambivalence. Et même au niveau de la sensualité, etc., moi j'aime beaucoup Enfin, j'ai toujours... Alors c'est peut-être un stéréotype de genre, mais je trouve que le corps d'une femme est vachement plus sensuel que le corps d'un homme. Après, ça peut être discutable dans certains aspects, tu vois. Comme on peut avoir dans la représentation, tu vois, genre du corps dans l'histoire de l'art, par exemple. Mais, chez certains mecs, ça passe pas du tout. Et donc, moi aussi, des fois, je me suis vraiment, genre, posé la question de me dire, mais en fait, je suis dans un entre-deux, mais j'ai l'impression d'être Oui, et t'as un pas espèce d'alien, en ouais, fait, tu oui, vois. oui.
Et t'as l'impression que ton corps correspond pas enfin, il Oui, n'a pas alors, sa place, quoi. ouais. Alors t'as envie d'être Oui, désiré pour ce que tu es. oui. Faut que je fasse un tour en plus, c'est joli. Daydreaming again as I look out the window and see the wind softly moving the trees. And just for a moment I'm free. You've said eternity deep in the heart of me. Now my spirit sings. I wish I could fly. I wish I could fly away. The wind starts to rise. Will you be my hiding place? I wish I could fly. I wish I could fly away. The wind starts to rise. Will you be my hiding place? Teach me how to number my days, walking in wisdom. Show me the way. 'Cause you said eternity deep in the heart of me. Premier studio de Paul que j'ai fait, il était. Enfin, la madame qui gérait le truc, elle était vachement dans une énergie féminine, la girl power, tout ça, nanana. Et j'avoue qu'en fait, au bout d'un moment, bon, hormis qu'elle était pas ouf, la prof, euh, et que au sein du groupe, je me sentais pas forcément à ma place. Genre, cette image de ultra girl power, girl boss, nanana, féminité, sororité, nanana. Mais en fait, je me retrouvais plus là-dedans et du coup, j'avais besoin de changer de studio. Et enfin, il y a un moment où en fait, je suis allée au studio, mais parce que j'avais un abonnement à écouler et genre, je faisais plus trop par plaisir parce que je me sentais pas bien dans l'espace où j'étais. Et du coup, quand j'ai changé de studio, la prof, elle m'a directement posé la question bah, si c'était il ou elle. Et elle m'a dit désolé si je dis les filles ou elle ou machin, parce qu'en fait, c'est aussi une habitude. Parce que bah, il y a pas beaucoup de mecs qui en font. En tout cas, surtout ici, en tout cas. Et alors que c'est trop stylé, ouais, je venais faire de la pole, les mecs, hein. Après, mon goal, moi, dans la vie, en termes de pole, c'est d'être Baby Medusa. C'est une go sur Instagram. Elle est, pole danseuse en boîte. Et elle est trop fraîche, genre. Elle est trop badass. En fait, c'était une bonne pote à bah, ma pote qui avait sa barre de pole dans son logement Crous. De toute façon, dans la vie de tous les jours, je me maquille pas trop. À part mes sourcils, parce que genre vraiment mes sourcils, c'est mes sourcils quoi, hein. Voilà. Et voilà. Quand je suis sur ma barre, en vrai, je pense à rien et c'est ça qui est cool. Je suis vraiment en train de faire bah, mon combo, à aussi bah, réfléchir à bien mes accroches, mes mouvements, mes pieds, mes jambes et tout. Et aussi, ce qui est bien, c'est que maintenant, j'arrive à un niveau où en fait, j'arrive à très bien, enfin très bien, j'arrive à gérer mon spin. Donc, la manière dont la barre tourne, la vitesse dont la barre tourne, parce qu'avec ton corps, tu peux réguler tout ça. Et donc, genre, enfin, du coup, je suis vraiment, en fait, ça, quand je monte sur la barre, je suis vraiment concentrée
And I will leave a lot on. And I will leave a lot on. I will leave a lot on. Tell me what's been happening, what's been on your mind. Lately you've been searching for a darker place to hide. That's alright. But if you carry on abusing, you'll be robbed for miles. I refuse to lose another friend to drugs. Just come home. Don't let go. Cause if you look into the distance, there's a house upon the hill, guiding like a lighthouse. It's a place where you'll be safe to feel our grace. Cause we've all made mistakes. If you've lost your... Quand t'es une personne non binaire, c'est pas catégorique. C'est pas t'es un homme donc tu veux tu te sens homme donc tu veux ces caractéristiques-là, ou tu te sens femme donc tu veux être plus féminine, etc. La non-binarité, t'es vraiment dans cette ambivalence, dans cet entre-deux, et je trouve que c'est... j'ai pas vécu la transition, hein, mais je pense que c'est une des transitions les plus difficiles parce que t'es tellement fluctuant dans ton identité de genre et comment tu veux l'exprimer, parce que c'est difficile de l'exprimer et de trouver pour correspondre à tous tes critères. Parce que par exemple, moi je voulais une voix plus grave, mais je voulais pas de poils. Et pour avoir une voix plus grave, il faut prendre de la testostérone. Mais si tu prends de la testostérone, du coup tu as plein de poils. Et j'ai une énergie qui est quand même aussi assez féminine. J'adore le rose, j'adore me maquiller. J'ai aussi testé un petit peu le drag. Mais j'ai aussi ce côté où, en fait, je le sens, c'est vraiment, je sais pas comment l'expliquer, mais je le sens au fond de moi, qu'il y a les deux, et trouver cet équilibre pour que, en fait, la dysphorie de genre, c'est toutes les crises où tu te réveilles le matin, ça va pas du tout, t'as envie de te tirer une balle, t'es vraiment au bout de ta vie parce que aujourd'hui tu te sens homme mais ton corps t'empêche de l'être. Pour moi, la masculinité, c'est dans une énergie. C'est quelque chose qui est indicible. C'est quelque chose, comme je disais, que je peux peindre, que je peux pas vraiment définir. C'est dans une certaine manière de bouger, c'est dans une certaine manière de se ressentir soi-même, dans un certain rapport au toucher, ou un certain rapport à... Et puis, c'est même pas un geste en particulier, c'est l'énergie qu'on met dedans. Ça n'a rien à voir. Parce que, par exemple, vous parlez du rapport des hommes hétéros avec les hommes gays. Bon, je veux dire, il y a des hommes gays qui sont incroyablement masculins et qui pour moi sont justement des figures de masculinité saine à mes yeux, parce que justement ils ont cette paix à l'intérieur d'eux, ils ont ce centre de gravité, ils sont en paix avec eux-mêmes, avec qui ils sont. Et pourtant ils sont super flamboyants. Mais justement parce qu'ils ont accepté ce truc-là chez eux et qu'ils sont pas en train de le cacher. Parce qu'il y a ce que veut dire la masculinité pour moi et ce que veut dire la masculinité pour les autres. Mais la masculinité est beaucoup une histoire de regard. J'ai entamé une transition FTM, donc femme vers homme. Et en fait, depuis que je suis petit, j'ai toujours été très différent. J'ai toujours préféré être la personne bizarre que la personne genrée en général. Sauf qu'en fait, j'étais rentré dans un schéma de performance de la masculinité au quotidien. Quand ma famille a commencé à mettre sur moi des normes de genre, j'étais là, pourquoi vous voulez que je rentre dans un moule dans lequel je suis déjà pas? Je veux dire, je suis pas acceptée en tant que femme parce que maintenant j'ai une voix grave et que je ressemble relativement à un homme, mais je suis pas acceptée par les hommes parce que je suis trop efféminé et que j'ai l'air androgyne. Où est-ce que je me situe dans tout ça en fait? Et Pink, elle m'a aidé dans le sens où ça a été ma petite échappatoire. Ça a été l'endroit où personne n'avait rien à me dire parce que c'était pas moi à ce moment-là, c'était quelqu'un d'autre, et c'était quelqu'un d'autre qui osait porter des jupes, des mini-jupes, des extra mini-jupes, des strings,
aussi. J'ai accepté le fait que être bizarre c'était ok. Et bah de là est né Pink Drag Queer. Donc vraiment au-delà des normes de genre et au plus proche de ma personnalité. Et en fait, Pink, c'est un espace où je m'autorise à être bizarre. Je m'autorise à faire des make-up qui n'ont aucun sens pour le commun des mortels, je dirais, et qui performent rien du tout, rien que elle-même. Je pense que c'est aussi un peu sa zone de vulnérabilité, parce qu'en fait, quand on s'expose et qu'on performe bah, soi-même sur une scène devant les autres, bah, en fait, d'un coup, le regard des autres, il devient plus fort. C'est-à-dire que moi, je fais du théâtre depuis que je suis haut comme trois pommes, mais c'est totalement différent de jouer un personnage qui n'est pas soi sur scène et d'un coup de passer à une extension de soi sur scène. D'un coup, en fait, le regard des autres, bah, il devient vachement difficile parce que dès qu'on a des petites remarques, des petites critiques, bah, on le prend enfin, on le prend directement sur soi parce que bah, c'est plus une performance, c'est plus quelqu'un d'autre en fait, c'est juste nous à son prime vraiment et du coup bah, ça fait peur, mais en même temps, c'est un peu cette zone de liberté, cette zone je dirais, c'est l'endroit un peu supérieur au cadre de l'humanité où on peut s'autoriser à être qui on a envie d'être quand on a envie de l'être, quoi. C'est-à-dire que moi, quand j'étais petit, je disais à ma maman que je voulais devenir acteur parce que on pouvait devenir qui on voulait, quand on voulait, que même quand on était adulte, on pouvait quand même jouer son enfant intérieur, que quand on était un enfant, on pouvait jouer un adulte, on pouvait jouer une jupe. Moi, je l'ai déjà fait au théâtre, hein, je dis pas ça parce que voilà, enfin, j'ai déjà joué une jupe, un pantalon, enfin bref, j'ai joué tout et n'importe quoi. Et en fait, rajouter bah, du coup mon passif au théâtre et ma personnalité, mélanger ces deux univers et créer Pink, bah ça a ouvert des portes que je pensais pas du tout que ça allait ouvrir, notamment celle de l'expression de genre au quotidien, celle du fait d'expérimenter des tenues qui me font plaisir au quotidien et aussi de se détacher du regard des autres parce qu'en fait bah, le regard des autres, il est beaucoup plus difficile quand tu es en face de 500 personnes ou 200 et qu'au final, après, tu te prends des petits regards sur comment tu t'habilles d'une personne ou de deux. D'un coup, en fait, le regard des autres, il est plus si important que ça, en fait, et ça apparaît, c'est même pas du narcissisme, je pense que c'est juste l'apogée de la confiance en soi, c'est super important, en fait. Zol a essayé sans à moi. Zot l'a dit. Fais silence, pli douce, pli français. Moi les pas zot modèle gros blanc. Mon langue les créoles, malgache. Il va pas changer pour rentrer dans votre case. À moi mes causes forts, me cachette pas. Mais il est né comme ça. Faona muntu falha androne anaita fakavate baiza munana pu wetena mbaitubukani fukwe yuvamzaya adinukuntanya rile angamba kuse androne tswetenduswe fatiye mutalava na defuwa sanjanja misai kusini fukwe efanfanarake Fatwamelana insune Davidi chalapa Mpanza kavave Tungasuma lapa Atikantanane Davidi chalapa Mpanza kavave Tungasuma lapa Anasantanane Davidi chalapa Mpanza kavave La Yabnès pour moi c'est vraiment bah voilà, les petits blancs là qui étaient vraiment dans les campagnes isolées de l'île, mais qui ont finalement aussi un peu peut-être souffert de l'impérialisme blanc ou quoi, vu que bah, c'était vraiment des gens pauvres et qui ont vraiment tenté leur chance à La Réunion dans des endroits où d'autres n'ont pas tenté de travailler et tout, parce que c'était vraiment
bah, travailler la terre, vivre un peu dans une misère aussi, qui finalement peut être rapprochée justement de, par exemple, la vie des marrons, tu vois, dans les Hauts. Genre, en fait, c'est un peu des populations qui ont un peu vécu les mêmes conditions de vie parfois, même si c'était pas du tout dans les mêmes circonstances, on va dire. Et un peu, voilà, revendiquer ce côté-là à travers mon drag, qui est vraiment cette connexion aussi à la nature. Enfin, pour moi, la Yamnest, c'est ça. Bah là, récemment, j'ai changé la fin de mon nom, du coup, et j'ai rajouté Faham, qui est du coup une orchidée qu'on retrouve dans les forêts de l'île, vraiment les forêts bien humides et tout, qui est un peu en voie d'extinction, enfin, on en voit de moins en moins d'ailleurs. Euh, Parce que c'est vraiment une fleur avec quoi on fait du rhum, on fait des parfums. En vrai, une petite orchidée, parce qu'elle est toute petite, mais elle est super belle et fragile et endémique et surtout d'une beauté très discrète. Parce que malheureusement, on a tendance à croire que ce qui est beau ou quoi, c'est vraiment ce qui est le plus visible ou le plus le plus direct, on va dire, dans la façon que ça nous touche et tout. Alors qu'en vrai, à La Réunion, je trouve qu'on a vraiment ce truc de la beauté très timide et très cachée. Et en fait, avec mon drag, je voulais aussi, voilà, euh, instaurer un peu cette idée que, en fait, la beauté, c'est pas forcément ce qu'on croit qu'elle est. Et un peu, voilà, réinventer des standards comme ça, genre. Et c'est aussi ce dont j'avais du mal, du coup, à transmettre à Paris, par exemple, parce que il y a plein de choses, plein de symboles, plein de mythologies dont je m'inspire, qui sont purement réunionnaises. Bah après, le volcan, en vrai, c'est dans mon nom, et Volca, c'est le truc le plus évident et qui est très lié à La Réunion et que tout le monde lie directement à La Réunion, vu que le piton de la Fournaise, c'est vraiment un des volcans les plus actifs de la planète. Mais en fait, ce que moi j'aime, surtout dans le volcanisme et de La Réunion, surtout, c'est ce côté de transformation, de résilience un peu. Parce qu'on pense souvent aux volcans, voilà, comme bon, des feux d'artifice de lave, genre des trucs qui détruisent, genre. Alors qu'en vrai, c'est un peu ce qui a façonné la planète en premier et ce qui a permis justement la création de toute la nature que on voit aujourd'hui. Et voilà, et j'aime trop ça, justement, que la lave, elle se transforme en nature verdoyante depuis quelques années. Cette dimension, justement, de transformation et de transformer, voilà, la douleur, ou, ce qui est violent, en quelque chose de super beau, comme une fleur, qui devient quelque chose de très fragile et tout. Genre, je trouve ça trop beau. Comme, comme métamorphose, simplement. Et je trouve que ça s'applique vraiment à beaucoup de choses dans la vie, quoi. Et surtout, en tant que personne queer, je trouve que c'est vraiment un trop beau symbole de se dire que même si on vit des choses dures, on vit du rejet, ou tout ce qu'on fait n'est pas forcément compris, ben, on peut aussi transformer, voilà, ce rejet, la honte aussi, la douleur qu'on peut ressentir en quelque chose de super beau à travers l'art. Et vraiment, le drag aussi, c'est ça, toute la puissance, parce que c'est en mode vraiment construire autre chose à partir du chaos. Dans le drag queer, il y a une dimension politique qu'il n'y a pas forcément dans le fait de performer un genre ou un autre. Je suis pas en train de dévaloriser les drag queens ou les drag kings qui ont besoin ou envie et qui s'amusent en performant la féminité ou la masculinité et qui peuvent totalement être politisés, hein. Mais je pense que dans le drag queer, il y a vraiment cette volonté de sortir des moules qu'on nous a imposés, peu importe quel qu'il soit. Vraiment, c'est sortir de tous ces moules et vraiment entrer vers quelque chose de nouveau et de faire la révolution. Et faire la révolution, bah, ça passe déjà par bah, accepter qui on est et décider de dire non aux normes de la société et créer quelque chose de nouveau. Et aussi dire non
à l'ordre patriarcal, dire non à ce qu'on attend de la féminité, dire non à ce qu'on attend d'un homme de, qui soit viril, qui n'aime pas les couleurs, qu'il soit pas pétillant. Enfin, vous me voyez quand je parle, enfin, je rigole, je porte des paillettes et je suis très heureux de le faire. Mais c'est aussi revendiquer le fait que c'est ok d'être différent, c'est ok de pas rentrer dans les moules et c'est ok de performer de sorte à pouvoir passer des messages politiques aussi, c'est-à-dire que je peux très bien être drag queer et porter le drapeau de la Palestine pour dénoncer le génocide. Zot la construit un monde sans moi, sans nous. Mi veut plus effacer moi pour zot. Mi veut plus baisser mon volume pour zot repos. Ma fatigué tout ça. Mi ça saute la mer. Et mi ça porte mon racine avec moi. Entier, sans trahison. My ancestors, mes ancêtres, Bambi. My ancestors, mes ancêtres, Bambi. Petit oiseau dit, il descend de la mer pour nous retravailler. Oui, nous les chômeurs, petit ouatalé, mais ça prend l'avion pour quitter mon pays. Il appelle la Réunion, c'est migré aujourd'hui, l'esclavage longtemps, Paris les jolis, nous n'a plus un ans. Et j'aime bien ce côté-là aussi que peut-être Evolka, c'est un peu une sorte d'entité comme ça, qui n'a pas vraiment de forme, et qui s'incarne ponctuellement en fait, lors d'un show, lors d'un shooting photo. J'aime en fait que elle n'ait pas vraiment de forme et qu'elle puisse avoir la forme qu'elle veut sur le moment, comme si c'était des sentiments qu'elle captait à certains moments, et des énergies aussi par rapport en fait à ce que je vis au quotidien, parce que en vrai mon drag il est vraiment lié à tout ce qui se passe dans ma vie. La liberté totale, ça peut exister, après c'est sûr que c'est ponctuel et c'est dans des moments un peu de célébration comme ça, mais que justement ces moments existent et que il faut les préserver. Mais vraiment, c'est super important pour moi aussi d'avoir ce niveau de liberté et cette envie de pas respecter les règles, tout simplement. Parce que même dans le drag, en vrai, moi, je respecte pas grand-chose. Et ouais, j'ai pas forcément envie aussi d'avoir cette identité fixe aussi, parce qu'on a beaucoup ce côté dans le drag quand même, qu'il faut se créer un personnage qui est assez cohérent, genre qui a ses forces, ses faiblesses, en fait comme si qu'on crée une nouvelle personne en fait à partir de qui on est. Mais moi j'ai pas envie de créer une personne, j'ai envie de créer genre vraiment tout un univers parallèle ou même plusieurs, où il y a plusieurs personnages en un, et que vraiment une des choses que j'apprécie le plus, que les gens me disent, c'est quoi, je t'avais pas reconnu. Genre vraiment j'adore ça. Je me dis ok j'ai réussi parce que c'est ce que j'ai envie de faire en fait avec mon art, c'est que ce soit hyper surprenant à chaque fois, que genre les gens s'attendent jamais à ce que je vais faire. C'est ultra euphorisant je trouve. Et aussi ça me permet aussi de toucher plein de gens différents finalement. Parce qu'il y en a qui seront plus touchés par le drag super femme, justement, qui reprennent vraiment tous les codes de la féminité. Sinon, du drag king, qui est beaucoup plus
voilà, sur la masculinité exacerbée, dans lequel je mets un peu plus de comédie aussi, je trouve. Et d'autres, bah, bon, ils vont adorer le côté vraiment créature, le côté extrêmement crafty, fabriquer tout de A à Z, le côté vraiment bizarre, perturbant. Et c'est cool en vrai de naviguer d'un univers à l'autre comme ça. Enfin, pour moi, c'est important en tout cas parce que c'est comme ça que je me retrouve. Après, c'est vraiment au niveau personnalité parce que j'ai toujours été comme ça dans plein d'univers très différents, avec des queers, avec des hétéros, avec des artistes, comme avec voilà, des agriculteurs. En vrai, j'aime aussi avoir ce côté sans, sans attache un peu, que mes attaches sont un peu partout et que justement je peux naviguer d'un univers à l'autre sans que ça se contredise forcément. La Réunion, en vrai, elle a vraiment une place centrale quand même dans mon drag. Enfin, j'essaie en tout cas. Et c'est vraiment quelque chose que je veux avant tout revendiquer vraiment un art réunionnais, purement réunionnais. Et c'est pour ça que je pratique beaucoup de mélange justement, de métissage, de syncrétisme, dans à la fois les mythologies que j'utilise ou les symboles, parce que pour moi il n'y a rien de plus réunionnais que justement la rencontre de plein d'univers très différents. Une utopie c'est très dur à atteindre et de toute façon elle est propre à chacun. Mais moi tout ce que je veux c'est surtout que tout le monde se sente à sa place un peu dans la communauté queer. C'est ce que j'ai envie et que chacun en prenne part aussi, que on arrête un peu avec ce système de starification, tu vois. Qu'il y a vraiment les leaders de la communauté, qu'il y a certaines figures qui nous représentent et qui représentent certaines choses qui sont pas forcément les idées de tout le monde, finalement. Et moi, c'est vraiment le but que je veux faire aussi, transparaître avec le drag, parce que le drag, il y a vraiment ce côté fédérateur, je trouve, de aussi donner sa chance à tout le monde. Et moi, j'ai juste envie que, voilà, que tout le monde se sente accepté et valide, en fait, quand les gens se lancent dans une pratique artistique, quelle qu'elle soit. He won't make love to me now. Not now, I set the fee. He said it's too much in pound. I guess I'm stuck with me. He told me I was so small. I told him what I mean.
Tu me tournes le cerveau et c'est ça tour après tour. Et j'ai comme un déjà vu, des souvenirs d'avant j'avoue. Là tu m'aimes, puis tu m'aimes moins, de jour en jour. Mais quand viendra mon tour, moi j'ai déjà pris ma claque sur les deux de mes joues. Et aujourd'hui c'est le trou, j'arrive plus à chantonner sur les prods d'en jouer. Et quand je faisais la sourde, y'en a bien sûr d'elle. J'aurais dû mieux guider le ciel, ne pas faire les deux. Te reprendre une fois et puis deux. T'aimer pas pour un mec pour deux. Elle dit que t'es un petit merdeux. Maintenant on est au moins deux. J'ai mal fait, mais j'ai fait au mieux. Oui, moi j'ai fait au mieux. Combien de fois on les donner en retour juste des mensonges en guise de monnaie. Je me disais qu'en vrai on pourrait le faire, mais j'avais déjà mis toute l'eau dans mon verre. Y'a plus de vent dans ton verre blanc plus sa mère. C'est tes mensonges qui lui donnent ce goût amer. J'ai mal fait. Oh, dark day, was I just someone to dominate? Worthy opponent, flint to my blade, now we're playing with shadows. At the sunset tower, you said open your mouth, I did. And what came spilling out that day was the truth. If I'd had virginity, I would have given that too. Why don't we run to the ones we do? I don't belong to anyone. Oh, dark day, was I just young blood to get on tape? 'Cause you dialed me out when it got hard. Uppercut to the throat, I was off guard. Pure heroin mistaken for featherweight. But what came spilling out that day was the truth. And once I could sing again, I swore I'd never let
Let myself sing again for you. Sing it. So why do we run to the ones we do? I don't belong to anyone. I made you God 'cause it was a hard that I knew how to do. But I don't belong to anyone. Am I ever gonna love again? 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 Do you ever feel like a friend? Am I ever gonna love again? Do you understand? Tell it to him. Bon bah merci d'être resté jusqu'à la fin de la projection. Donc bah écoutez, on va commencer un peu à parler de la fin du film et un peu et du process du film. Donc la personne qui intervient avec moi sur, en tout cas, on sera en discussion sur le film avec vous, est Sten Ralai Nirina, qui est juste là. Tu peux venir me rejoindre, Sten, qui a participé au film et avec qui, bah voilà, on va avoir une petite discussion. Donc déjà, bah je m'assois. Déjà, pour introduire un peu le film, je vous disais tout à l'heure que j'allais vous lire un petit texte, on va dire, qui va vous permettre un peu de, voilà, de recentrer un peu ma démarche et aussi de, voilà, de comprendre d'où est-ce que ça vient. La chambre est un endroit où l'on se transforme, où l'on répète avant d'exister au dehors, où l'on fabrique son propre corps. Je filme des chambres comme des territoires politiques silencieux. Je veux que le film prenne le temps, respire, hésite. Je travaille les silences, la présence. Le film que vous avez vu se construit comme une polyphonie fragile, une mémoire en train de se tisser, une mémoire en train de se fabriquer. Donc pour moi, la chambre est un seuil entre l'intime et le politique, entre le corps et la mémoire, entre le ce qu'on tait et ce qu'on ose enfin dire. Alors, pourquoi j'ai décidé de faire ce film? Ou en tout cas, du moins, comment c'est arrivé? Alors, c'était
un long travail de rencontre, d'écoute active aussi. Et on va dire que j'ai une méthode, une manière de tourner qui ressemble un peu à une sorte de repérage filmé, si vous voulez. Donc, je cherche une certaine proximité avec la personne que je vais filmer. Donc, on va tester des choses, je vais poser ma caméra à un endroit et ensuite je vais changer pendant toute la période de tournage. Donc, je cherche toujours une très très bonne proximité. Et le film, il commence surtout à partir de la voix, en fait. Donc, il y a vraiment une sorte de... J'enregistre, en fait, la voix. J'ai une conversation, en fait, avec les protagonistes. Donc là, en l'occurrence, les personnes qui sont dans la première partie. Et petit à petit, je construis avec eux une sorte de relation de confiance qui est vraiment proche de l'amitié, parce que c'est ce qui m'intéresse énormément. C'est ce côté intime, c'est la proximité que je vais développer aussi avec eux. Et à partir de là, on va commencer à tourner. Donc j'enregistre le son et l'image en même temps. Et on va passer 2-3 heures à tourner. Et voilà, ça se fait comme ça. Ça, c'est vraiment un dispositif que je mets en place et qui est un dispositif qui évolue aussi beaucoup avec le temps. Par exemple, cette année, j'ai vraiment absolument décidé de ne rien tourner. En tout cas, de pas tourner d'images, mais de commencer vraiment par la voix, quoi. Parce que j'ai besoin d'avoir un matériel sur lequel commencer à travailler, sur lequel vraiment mettre en scène. Donc du coup, je vais passer mon temps à discuter en fait avec les personnes et comme je vous disais, à me lier avec elles et à essayer d'avoir un rapport de proximité avec elles. Parce que l'idée, c'est pas non plus de voler la parole des gens ou de voler leur image. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de, par exemple, réalisateurs, de cinéastes, réalisatrices qui ont une méthode de travail où en fait ils filment directement. Moi, je suis très très patient en fait. Donc, je pense que c'est un travail qui demande aussi beaucoup de patience parce qu'il y a beaucoup d'écoute avant, comme je le disais. Donc j'attends vraiment de me lier vraiment avec la personne que je souhaite filmer avant vraiment de la filmer. Et ce qui est important, c'est qu'après, les choses paraissent plus naturelles. Donc c'est une habitude, je pense, de poser une caméra. Quand on pose une caméra et on demande à la personne de discuter ou on voit qu'il y a un peu une sorte de mise en scène, quoi. Il y a un côté un peu réel qui s'en va et c'est très très artificiel. Moi, ce que je cherche, c'est vraiment quelque chose de très naturel et de très décontracté. Et je pense que je laisse assez de place et assez de confort à la personne pour pouvoir être elle-même. Alors, pour cette partie-là, ce qui était aussi on va dire, bon, c'est un processus aussi de travail, on va dire, avec lequel j'ai vraiment l'habitude aussi. En fait, j'avais vraiment une idée de base, surtout, mais pas d'écriture de scénario, en fait. Parce que mon idée, c'était d'écrire peut-être un petit peu avant, et puis d'écrire un petit peu pendant, après, etc. Mais j'écris surtout avec ma caméra, quoi. Donc tout le film, il a été presque écrit en fait au montage, quoi. Donc sur chaque portrait, par exemple, je pouvais passer entre 1 à 2 semaines pour essayer vraiment de faire ressortir la personnalité en fait de chacun, parce que c'est ce qui m'intéresse le plus en fait. Donc voilà, à propos du processus un peu de travail. Donc c'est évident, dans mon travail, il y a un peu cette volonté comme je le disais tout à l'heure, en fait, de développer une relation
de proximité et d'amitié en fait avec les gens que je filme. D'ailleurs, certaines de ces personnes sont des personnes qui sont très chères à mon cœur, que j'aime beaucoup. Et c'était important, je pense, qu'ils fassent partie un peu de ce travail de mémoire que j'essaye de faire avec Sean. Donc il y a une forme, je pense, dans ce travail-là, il y a une volonté de créer une forme d'archivage en fait sensible de la communauté queer, de personnes queer. Donc je dis bien de personnes queer, K-W-I-R, donc des personnes créoles et queer, et pas que créoles, hein, puisque voilà quoi, l'un des protagonistes n'est pas à 100% créole, mais habite à La Réunion depuis très longtemps. Et, euh, et donc, voilà. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Bon, avant les questions, je sais pas, enfin, j'ai pas du tout envie enfin, j'aimerais que ça soit un peu plus organique et qu'on puisse discuter ensemble. Votre avis m'intéresse énormément parce que je suis en train de préparer la deuxième partie actuellement. Je suis en recherche de subventions. Et donc, si j'ai décidé aussi de faire la conférence aussi, c'est pour avoir vos retours. Moi, je suis comme vous, en fait, j'étais à l'école des beaux-arts. Je suis passé par le circuit installation, performance, sculpture, film, cinéma, vidéo, etc. Avant de me spécialiser réellement dans l'image en mouvement. Mais je garde quand même une pratique quand même plasticienne et quand même assez ouverte, transversale. Donc d'où la forme un peu de ce documentaire un peu atypique, qui est une sorte de documentaire hybride qui va mêler du documentaire, comme de la performance, comme des archives, comme vous avez pu voir les archives de Sten par exemple. Et voilà, je ne sais pas ce que je vais rajouter. Euh, Eh ben j'ai tout dit. Écoutez, je vous encourage à, voilà, à me poser des questions, à me poser n'importe quelle question et à réagir. Je suis totalement ouvert à tout, à vos ressentis, à des choses voilà, qui sont pas forcément évidentes pour vous, même par rapport, je dirais, à la forme, au plan long, parce que c'est vrai qu'il y avait une idée quand même de vouloir créer de la présence en fait avec des plans qui durent quand même, enfin des plans fixes qui durent quand même assez, enfin pas mal de temps quoi. Donc voilà, je dirais au niveau de la forme aussi, ça a été, comme je vous disais tout à l'heure, en fait, j'ai écrit le film beaucoup au montage, mais c'était important de garder en fait la présence. Alors tout simplement parce qu'en fait le projet en fait à la base, en fait je voulais en faire une installation. Parce que l'installation, je veux dire, casse totalement ces questions de durée. On peut passer beaucoup plus de temps avec, un protagoniste et on peut rentrer en fait dans son intimité, dans sa chambre en fait tout simplement. Et donc évidemment, bon, j'ai été un peu, enfin voilà, j'ai dû faire un choix et puis j'avais pas forcément les moyens en fait de développer une installation, donc peut-être après. Parce que ça me semblait évident de développer cette idée, et ce travail au travers d'un travail en fait d'installation vidéo. Et j'ai pris beaucoup de temps en fait à trouver en fait le rythme du film et à essayer voilà, que ça soit pas ennuyeux, qu'on reste quand même avec les personnages, qu'on les ressente, etc. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que... Est-ce que quelqu'un voudrait donner son avis dans la salle?
Positif ou négatif, hein, il n'y a pas de Quelque chose souci. juste qui vient du cœur, une réaction. En espérant que le miracle marche, ok. Du coup, moi, je trouve que le pari, il est super réussi, dans le sens où tu as vraiment réussi à créer cette présence-là, justement par les plans fixes, qui sont assez longs, on a les temps de pause, etc. Et il y a vraiment ce sentiment-là de temps passé avec la personne, on sent qu'il y a de la proximité. Et ça ouais, il y a oui. Et ça permet justement de mieux plonger dans les propos, dans ce que tu veux transmettre aussi. Je trouve que ça marche super bien. Non, les filles. Peut-être le temps du voilà de quelqu'un? Est-ce que c'est le genre de sujet que vous voyez, notamment au cinéma? Est-ce que ça vous manque en tant que public de voir ces questions au cinéma? J'ai pas bon. J'ai une question après. Isabella. Bah déjà, merci. Merci d'avoir proposé ton film et je trouve que c'est très cohérent avec ce mois-ci. Et ben moi, j'ai j'ai juste j'ai pas vu c'était qui la première personne qui est passée, j'ai vu les trois protagonistes, mais je me dis ça serait aussi intéressant de voir quelqu'un qui soit en dehors du monde de l'art. Je me dis, on essaye tous de réagir un peu différemment dans ce monde. Et j'ai quand même vu trois personnes qui, pas pour s'aider, s'expriment à travers l'art. Et je me demande, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui, eux, ont d'autres méthodes complètement différentes? Ensuite, j'ai une autre question, c'est du coup, après la chambre, c'est quoi ton projet? Enfin, après ça. Bah, alors pour te répondre Isabella, bah, en fait, quand j'ai commencé à tourner, il y a eu un peu une forme d'urgence, en fait. Je voulais pas du tout passer par une période d'écriture. Enfin, je viens d'une pratique qui est vraiment très liée à l'installation vidéo et et j'avais pas envie de concevoir un scénario et passer des mois et des mois à travailler là-dessus. Donc en fait, la première chose vers laquelle je suis allé, c'était surtout vers, des personnalités en fait que j'avais remarquées, qui avaient une forte personnalité et une forte présence en fait surtout. Et bah, en fait, j'ai commencé à m'attacher à elles, tout simplement et après j'ai commencé à les filmer, après les avoir connues et cetera. Mais à ce moment-là, je m'étais pas du tout posé la question, de travailler avec une personne qui est extérieure, enfin extérieure, à la création, à l'art et c'est venu en fait petit à petit. En rencontrant des gens, parce qu'en fait le cœur de mon processus de travail, c'est la rencontre en fait. Enfin, je veux dire, c'est comme, je parlais tout à l'heure, c'est vraiment genre la proximité que je vais créer avec le sujet qui m'intéresse. Et donc, au fil de mes rencontres, j'ai rencontré des gens justement qui alors, complètement à l'inverse, par exemple, de Sten Pink ou, de Evolka que tout le monde connaît, ou de Cléo qui sont, bah, moins dans cette, créativité, mais qui ont, une forte présence et une forte personnalité. Mais donc en fait, là, sur la deuxième partie, je suis en train déjà de commencer à travailler avec cette personne. Mais sur la première partie, je ne me suis pas du tout posé la question en fait. C'est plus la question du lien que je me suis posé. Et en fait, voilà, comme je te disais, en fait, je suis allé directement vers les personnes. En fait, je ressentais leur énergie, en fait, je ressentais leur personnalité, etc. Et je pense que c'était aussi peut-être par, facilité de pouvoir aussi travailler avec eux parce qu'ils sont totalement à l'aise devant la caméra. C'est beaucoup plus simple aussi, en fait de travailler avec eux, de les mettre en scène ou de pas les mettre en scène, parce que l'idée c'était aussi d'être à contresens de mettre en scène.
Donc il y a un peu de mise en scène, mais vraiment très très légèrement, quoi, sans être vraiment dans une grosse mise en scène où tu dois te placer là. Enfin voilà, je laisse quand même beaucoup d'espace, voilà, c'est ça. Et pour ta deuxième question, c'était... Oui. Ben, alors du coup, je suis toujours dans cette idée de la chambre. Alors je vous ai pas expliqué pourquoi la chambre tout à l'heure. Donc en fait, pour moi, j'estime que la chambre, c'est le reflet en fait de la personnalité en fait intérieure à chacun. Donc en fait, la chambre, dans la chambre, en fait, on échappe à l'identité sociale, tout simplement. On est juste soi-même, mais soi-même à 100%. Donc sans comment dire, sans compromis, en fait. Et donc, du coup, ça me paraissait important voilà, de montrer que bah, en fait, la personnalité, elle s'exprime pleinement dans son caractère intime, dans son caractère intime, quoi. Mais donc, en fait, je suis toujours dans la chambre parce qu'en fait, je suis en train de préparer la deuxième partie. Et là, je travaille, bah, je continue à travailler avec des personnes qui... En fait, la deuxième partie touche à une thématique qui a été très peu abordée dans cette première partie, et ça concerne beaucoup plus l'émergence d'une culture queer créole à La Réunion, au travers, en fait, bah, de personnes créatives, des dragues, des artistes, des chercheurs, en fait, qui font partie un peu de cette émergence un peu de la culture queer créole, quoi. Donc il y a toujours cette attention évidemment à la chambre, à comment les choses se font, à comment l'identité elle se construit dans la chambre aussi. Donc toujours dans la chambre. Bon, voilà. Mais donc du coup, pour parler un peu voilà, de la collaboration que j'ai eue aussi avec les protagonistes, du coup, en fait, j'ai fait aussi venir Sten qui apparaît en fait au tout début en fait du film. Et en fait, Sten, je l'ai rencontré sur scène en fait. Et je l'ai vu performer et je me suis tout de suite accroché à lui. Donc c'était déjà un bon signe. J'ai envie de travailler avec toi en fait. Ta personnalité est incroyable. Enfin, il faut qu'on fasse quelque chose ensemble. Je sais que tu as des choses à dire, etc. Et à ce moment-là, il y a eu une proposition et puis on a commencé à travailler petit à petit avec Stan. Et je ne sais pas comment tu peux nous parler un peu de la collaboration qu'on a eue ensemble et comment bah, toi tu l'as vécu. Et voilà. Ah, mon Dieu. Oh là là. Est-ce que vous m'entendez au début, vous entendez ou j'ai besoin du micro? Ah bah c'est bon alors. Alors, du coup, moi c'est Steph, on travaille pour un peu parler du processus, enfin, ouais,
Oui, parce qu'il y a aussi beaucoup cette, comment dire, bah, tout à l'heure on parle tout le temps, là, on parle de proximité, mais c'est vrai que ça me semblait important de développer en fait ma relation en fait à chaque sujet de cette manière. Alors des fois, bah, c'est pas possible, des fois c'est pas envisageable. Mais en tout cas, le cœur du projet aussi, il est aussi là-dedans en fait. C'est clairement comment on crée un lien en fait. Et moi, j'ai vraiment essayé de créer un lien avec ma manière de regarder en fait ces sujets-là, quoi. Enfin, en tout cas, ces personnes, sujets. En tout cas, ces personnes-là, quoi. Et voilà, donc ça a demandé quand même aussi un travail de montage long parce que déjà sur toute la première partie introductive avec chaque personnage, on est entre 1 à 2 semaines de montage, ce qui est quand même énorme parce qu'en fait pas, on n'a pas eu 4, 5 jours, 1 semaine de tournage, on a peut-être, allez, 3 jours de tournage à peu près. Mais il fallait vraiment, enfin pour moi en fait, il fallait vraiment faire en sorte de faire ressortir en fait la personnalité de chaque sujet en fait. C'était vraiment le truc le plus important. Et puis la deuxième partie, elle vient vraiment tisser en fait. Donc c'est des échos entre ce que se disent, entre que chaque sujet discute. Et puis j'essaye de relier en fait les trajectoires tout simplement. Et je pense que ce travail de tisser, il est important dans ce cadre en fait de la mémoire en fait parce qu'on partage quelque chose. Ben, déjà on partage tous une existence, enfin nos existences en tant qu'humains. Là, bon, évidemment, je m'attache à des personnes qui sont queer parce que bon, évidemment, je suis aussi queer. Mais voilà, cette volonté aussi de tisser, elle était aussi très importante, quoi. Voilà. Ah oui. Oui, ma question c'était, j'ai l'impression à travers les tropes On l'entend. à travers les 3 pensées, là, j'ai l'impression qu'il y a des liens qui sont faits entre identité queer, le domaine de la création, et la santé mentale qui sont apportées. Et on commence aussi le film avec une intervention de Pointel sur l'hypothèse aussi d'un lien entre identité queer et un phénomène de stress, de transmettre, etc. Du coup, c'est quoi ton regard, ta réflexion? Qu'est-ce que ça rajoute, quoi? En fait, c'est vrai que j'ai commencé vraiment à monter le film, ça me paraissait un peu important de discuter en fait de certaines thématiques qui reviennent un peu bah, chez les personnes queer, dont la santé mentale. Et c'est quelque chose, bah, je veux dire, même parce qu'étant donné qu'il est agent de prévention, arrive, je veux dire, il fait souvent face à voilà, à ce truc-là, en fait, qui est bah, la santé mentale, le bien-être, en fait, mental. Et c'est vrai qu'en fait, on peut pas, enfin, je veux dire, on peut pas le séparer, en fait, de certaines identités queer, neuroatypiques, neurodivergentes. Et c'est une manière un peu de trouver son équilibre un peu dans le monde, en fait. Et je pense que la création fait aussi partie de cet équilibre-là. En tout cas, moi, quand je le vois, par exemple, dans la pratique drag queer de Sten, c'est une forme d'équilibre, en fait. Ça le permet d'être équilibré et en fait d'avoir la tête hors de l'eau, quoi. Et donc, des fois, c'est des équilibres aussi qui sont très fragiles, en fait.
Comme la création peut être quelque chose aussi de très fragile et pour faire le lien même par rapport à mon processus et au travail que j'ai fait, il y avait vraiment, je travaillais vraiment sur une fragilité, quoi. C'était vraiment permanent, en fait et le processus est toujours comme ça parce que des fois, je travaille avec des personnes et au dernier moment, on tourne pas. On a tout préparé et puis finalement on tourne pas. Enfin, je veux dire, les choses peuvent tomber à l'eau, très, très rapidement, quoi. Donc ça peut être décevant, mais ça fait aussi partie du processus. Mais oui, mais le lien que je fais entre les 2, je pense que c'est vraiment genre l'équilibre en fait entre, le côté social et puis l'intime en fait. Et la manière dont on arrive que les personnes queer ont une manière aussi de s'exprimer pour essayer, voilà, de trouver cet équilibre aussi dans le monde, quoi. Voilà. Si je... Mmh. Oui, c'est ça. Il y a de ça, mais comme je le disais tout à l'heure aussi, il y avait aussi cette idée où en fait on est à 100% soi-même, on est au plus proche de soi-même sans compromis. Et alors qu'à l'extérieur, on est obligé d'adopter un apparat, une manière de se protéger, etc. Bon, c'est sûr qu'après, on voit, tout le monde le voit. Enfin, je pense que tout le monde le vit. Enfin, on vit pas les mêmes choses avec les personnes à l'extérieur que chez elles. C'est pas, la proximité, elle est différente et les choses s'expriment aussi différemment, en fait. Ouais. Florent, je me Oui. permets, pour conclure cette fin de conférence, est-ce que tu pourrais nous parler de la suite au niveau surtout des archives que tu es en train de Ah oui. commencer? Je pense que ce serait intéressant et nous parler aussi de ta restitution. Oui. Alors, le projet, il y a une séquence qui était tournée aux archives départementales, puisque actuellement, en fait, donc je fais partie de Requeer, et on est en partenariat avec l'association Le Phare, que vous connaissez peut-être, Le Phare, qui est beaucoup plus dans ce côté statistique, scientifique, voilà, de récolte, on va dire, de témoignages, de statistiques, etc. Sur la communauté queer, sur les personnes queer à La Réunion, comment on vit notre queerness à La Réunion. Et en fait, avec donc le doctorant Léo Genet, on est en train donc en partenariat, donc c'est deux structures qui sont en partenariat pour monter un projet de centre des archives LGBTQIA+ à La Réunion. Sachant que évidemment, il y a un centre des archives LGBTQIA+ à Paris. L'idée était que, en fait, Léo travaille en fait sur une récolte en fait des archives queer, LGBTQIA+ à La Réunion. Donc, il a un très très long travail, il va faire une énorme thèse dessus. Et l'idée, ça serait vraiment dans une perspective décoloniale d'avoir en fait notre propre centre des archives. Bon, alors je vous dis pas, ça va être compliqué, hein. Enfin, je veux dire, c'est pas en 2 ans que ça va se monter. C'est un gros projet. Ça va nous demander beaucoup, beaucoup de temps. Il va certainement y avoir une version numérique, on va dire, disponible peut-être avant de trouver un lieu et de proposer un endroit où les gens peuvent venir. Comme le centre à Paris. Alors, je ne sais pas si vous êtes déjà allé au centre des archives à Paris. Moi, non. Mais l'idée, voilà, c'est de faire de la récolte et puis de proposer à tout le monde de venir les consulter, de venir faire des prêts. Voilà. Et donc voilà, c'est un projet de longue haleine. On a commencé depuis le mois de janvier. On est en plein dans l'administratif, voilà. Donc le projet s'appelle Nous Archives Queer. Et qu'est-ce que j'allais rajouter en plus et la restitution, oui, alors ma restitution a lieu le 13 juin et elle tournera autour justement de ce projet Nous Archives Queer.
Et à l'occasion, j'aurai une discussion avec Léo Jeunet qui sera là. Donc, ce sera une présentation publique déjà du projet, déjà pour voilà, en parler au plus grand nombre. Et si vous voulez nous rejoindre, vous êtes les bienvenus, évidemment, parce qu'on a toujours besoin de monde. Pas forcément pour le côté opérationnel, mais vraiment pour le côté amener des idées, brainstormer, faire du brainstorming avec nous. Et voilà, donc ma restitution sera le 13 juin. Et voilà. À Château-Morange. Oui, à Château-Morange, puisque je fais cette intervention dans le cadre de ma résidence à Château-Morange. Et donc, bon, la suite après ça, de mon point de vue personnel, c'est que je suis en train de préparer donc la seconde partie qui prend un peu plus de temps parce que là, on était sur une forme qui était pas du tout subventionnée, qui était faite dans l'urgence et dans cette nécessité-là. La deuxième partie, j'ai quand même des envies, des attentes. On parle pas d'un énorme budget, mais au moins serait-ce pour payer les gens qui vont participer, parce que là, on passe d'un cast de 4 personnes à presque 7-8 personnes. Donc là, je suis en train de préparer cette partie-là, sachant que, en fait, là, il y a un scénario qui est écrit, mais encore une fois, vu que j'aime faire les choses d'une manière un peu particulière, c'est que le scénario, il s'écrit vraiment au contact, en fait, du réel. Donc je vais les voir, on discute, j'enregistre, je teste des choses, peut-être des plans, des choses comme ça. Mais l'idée, c'est vraiment de recueillir en fait leurs paroles et vraiment de construire la mise en scène avec eux. Donc c'est vraiment co-construit en fait. Et donc je pars du réel. Donc il va y avoir peut-être qu'il y aura un petit peu de fiction, mais voilà, pour l'instant je sais pas. Mais voilà quoi, l'idée c'est vraiment d'écrire au contact même des protagonistes quoi. Voilà. Une dernière question. Je pense que c'est le clap de fin de cette conférence. 18h dans 5 minutes. Ok. Eh bien, écoutez, merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. Même si on n'a pas pu échanger ensemble, merci quand même d'être resté. Et un de ces quatre.